Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne l'audition de Rémi Flimelin, le PDG de France Télévisions. Il a été entendu hier par les sénateurs de la Commission pour l'application des lois qui passe au crible la loi de mars 2009 relative au nouveau service public de l'audiovisuel. Ses principales mesures étaient la nomination en vertu de l'article 13 de la Constitution du PDG de France Télévisions par le président de la République, mais aussi la suppression de la publicité. Alors, où en est-on de cette réforme? Eh bien, élément de réponse avec cette audition. Bien, nous allons commencer à l'heure, 2 minutes de retard. J'aime qu'on soit à l'heure. Donc, merci, Monsieur Flimelin, d'avoir répondu présent à cette audition, qui est le point d'orgue des auditions que l'on fait de façon intensive avec Monsieur Legendre, qui est le co-rapporteur donc de ce travail qui doit aboutir avec un rapport sur la loi audiovisuelle publique. On ne va pas approfondir l'ensemble des sujets puisque c'était un chantier immense. On les abordera tous, les sujets, mais certains de façon plus approfondie. Nous avons vraiment eu des éclairages jusqu'à présent très divers de tous les acteurs concernés par cette loi, ceux qui l'ont voulu, l'ancienne ministre qui était en place à ce moment-là, même si elle a du recul, qu'elle est engagée presque de façon partisane dans ce débat aujourd'hui, surtout quand on parle de la taxe sur les opérateurs, mais en tous les cas avec son regard de l'époque et ce qu'elle elle nous a fait un témoignage de téléspectatrice finalement, comment elle voyait l'audiovisuel public aujourd'hui par rapport aux objectifs qu'elle avait souhaité défendre à l'époque. Les partenaires de France Télévisions et les acteurs aussi, à part vous, on a auditionné des dirigeants de France Télévisions, la Cour des comptes, etc. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que les questions essentielles que l'on se pose, c'est d'abord, avec l'arrêt de la publicité comme objectif dans la loi, comme décision, se poser 2 conséquences. La première, c'était le financement. Comment assurer le financement à partir du moment où cette recette ne venait plus. Et c'était aussi la répercussion sur la programmation et sur la qualité des programmes qui étaient aussi voulus par cet arrêt de la publicité. Donc on a regardé de près qu'est-ce qui se passe avec le financement, qu'est-ce que l'on peut prévoir aussi. Et puis on a regardé de près les objectifs, quand on disait tranche de programme, notamment sur France 2 qui commençait autour de 20h35, quel impact ça avait, quel impact en prime time ça avait sur les œuvres diffusées, le fait de ne plus être sous la contrainte d'un audimat à cause de la contrainte commerciale, puisque on peut dire que l'audimat est tout le temps recherché quand même, on veut être vu. Et puis, la conséquence de tout cela, qui était, enfin la conséquence non, l'outil pour arriver à ces objectifs qui étaient l'entreprise unique, la fusion, avec des discussions que l'on avait eues sur la centralisation, le guichet unique, avec la première équipe, vous quand vous êtes arrivé, qui avez voulu redonner une place autonome aux chaînes, et donc cet effet de décentralisation après ce premier effet de centralisation, tout ce que ça impliquait pour l'organisation de France Télévisions, les conventions, la rationalisation et le média global, qui était encore un des objectifs affichés, qui, on a pu constater, mais enfin ça, vous y reviendrez, vous nous direz, qu'il y avait du retard, on peut dire globalement, au moment où cette loi est arrivée,
On ne peut pas dire que la France et l'audiovisuel public français étaient à la pointe. Et les résultats tout à fait satisfaisants que l'on peut constater aujourd'hui dans ce domaine, avec l'interrogation, mais pour aller plus loin et aller au bout, est-ce qu'on peut rester avec ce niveau d'investissement qui est quand même pas terrible, on va dire, puisqu'il y a un problème de financement. Donc le problème de financement, vous le connaissez, j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que là on a gratté, on a même auditionné la Commission européenne pour en savoir plus. Il y avait deux moyens pour l'État, même si ce n'était pas affecté, qui étaient de compenser la perte de la publicité. C'était la taxe sur la publicité qui s'évaderait vers les chaînes traditionnelles. On évalue à 70 millions ce que ça devait rapporter, ça en rapporte au mieux 20 millions, et ça s'est pas concentré en plus sur ce qu'on croyait, puisque la TNT, avec le pluralisme, a absorbé quand même les choses. Donc la crise financière passant par là, de toute façon, le marché publicitaire se rétrécissant, les effets escomptés n'ont pas été au rendez-vous. Il y avait la taxe, il y a la taxe qui est perçue sur les fournisseurs d'accès, mais on sait que c'est attaqué à la Commission européenne, on sait qu'il y a une condamnation de la Commission européenne, on sait qu'il y a un jugement qui va être rendu pour finir avec ce différend et dire ce qu'il faut faire. On me dit que la Commission européenne que nous avons auditionnée nous dit que probablement entre janvier et juin 2013, et plutôt vers la fin du semestre que vers le début du semestre, on saura où on va. Je ne vous dirai pas ce que les uns et les autres m'ont dit sur la probabilité d'être sanctionnés, mais elle est forte. En tous les cas, on ne peut pas faire comme si cela n'arriverait pas, parce que nous sommes obligés, nous aussi législateurs, mais les pouvoirs publics devront aussi prévoir pour pas que ça nous tombe dessus n'importe comment. Il y aura le problème, si on est condamné, du remboursement, mais ça l'État devra voir comment il fait, qui n'est pas automatique, ça je l'ai appris, puisqu'il y aura une condamnation, et ensuite ce sont les opérateurs qui peuvent saisir ici pour demander ou pas, ou s'arranger. En tous les cas, c'est pas quand la Commission européenne condamne, elle dit que c'est illégal, voilà, mais elle ne dit pas vous rendez l'argent. Ça, c'est ce qui est derrière nous, mais devant nous, c'est qu'on ne l'aura plus, cette recette, l'État. Et comment l'État réagira dans le moment où sa dette est énorme. Donc il y a quand même des ombres qui planent. Bon. Sur la question de la publicité, monsieur Legendre précisera encore plus probablement cette question, parce que ça lui tient à cœur, mais on avait eu l'occasion d'en parler personnellement, mais il y a une interrogation sur le vers 20h35 est devenu vers 20h45, et le dimanche, c'est encore plus proche de 21h. Et donc, certains s'émeuvent de cette dérive. Il y a des raisons, probablement, en tous les cas que vous défendez. Certains ne sont pas convaincus que ce sont de bonnes raisons, en tous les cas que ce n'est pas dans l'esprit complètement de ce que voulait le législateur. Donc là aussi, j'aimerais qu'on vous entende, que vous nous expliquiez quel est votre point de vue et pourquoi les choses sont comme ça. Voilà, il y a aussi, on s'émeut que la création, bon, en gros, quand on parlait de qualité que pouvait se permettre le service public en prime time, parce qu'il pouvait prendre des risques que le privé ne prenait moins, vu ce qu'on a pu appeler la dictature commerciale de l'audimat, mais bon, moi j'emploie pas des termes aussi radicaux, mais en tous les cas, cette pression, le pari Maupassant, œuvre classique, qui avait en plus marché, puisque l'audimat était en plus là, a été un peu abandonné pour quelque chose qui serait plus des œuvres plus en phase, on va dire, avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, ses enjeux, ses mœurs, ses conflits, et l'impression que ça existe déjà un peu sur France 3 et que
ce tournant laisse cette spécificité sur les œuvres classiques qui avait été ce pari et qui était apprécié par un certain public. Bon, ce sont des exemples de choses qui nous sont venues comme interrogation. En tous les cas, la publicité aussi n'a pas été arrêtée comme prévu dans la loi définitivement, avant et après 20 heures. Et s'est posé aussi la question que pour les téléspectateurs, souvent, ce qu'on appelle le parrainage, etc., est perçu complètement comme de la publicité, ne voit pas tellement la différence, et ça aussi, impression que c'est peut-être un détournement de ce qu'a voulu le législateur. Je ne fais pas qu'évoquer ce que je pense, ou ce que je pose comme question, mais toutes les questions qui ont été mises sur la table à travers nos auditions. Et je conclus avec cette question sur l'entreprise unique et cette gigantesque entreprise de fusion. On sait ce que ça veut dire. Tous nos interlocuteurs emploient le mot paquebot en parlant de France Télévisions. Ce serait bien si c'était une vedette rapide, mais certains ont parlé d'enlisement à cause de réformes internes successives qui font que depuis à peu près 5 ans, ils ont l'impression on ne sait toujours pas quel est le bon interlocuteur, il va changer, la bonne organisation, puisque je vous ai dit, centralisation, décentralisation, forcément nouvelles équipes, etc. C'est quelque chose qui a été évoqué, qui donne l'impression que... Bon, et il faut toujours dire des choses positives pour finir. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais l'idée que sur le média global, il y avait du retard à l'allumage, mais que ça avance vite et que ça a du succès, ça marche bien. Mais je vous le dis aussi, quand nous étions à la commission européenne, on avait considéré qu'il fallait 250 millions d'investissements pour être vraiment dynamique, et avec toutes les difficultés financières dont je vous ai parlé, on peut s'interroger sur le fait que si on ne poursuit pas avec des vrais moyens, et pas qu'on se dise bon ça va, ça a bien commencé, donc on met l'argent ailleurs, s'il n'y a pas là quelque chose, comme c'est une course et une compétition, pas seulement nationale mais internationale, on peut très vite, dans ce domaine, notamment du numérique, être un peu en retard. Donc, question sur comment vous anticipez tout cela. Voilà, c'est très vaste. Hein. On a 1 heure, d'autant que qu'ensuite il y a une audition assez importante ici, qui n'est pas en lien direct avec ce sujet. On accueillera tout à l'heure M. Trévidic pour un autre sujet, et on essaiera de ne pas trop le faire attendre. Donc on a une bonne heure, ce qui est largement le temps. Merci M. Flimelin et à toute votre équipe, là, que je vois devant moi, qu'on a l'habitude de voir souvent. Merci d'être là. Et on fait comme d'habitude, si vous considérez que des points doivent être développés par vos collaborateurs, c'est avec plaisir qu'on les entendra. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Jean, pardon. En tant que co-rapporteur, j'aimerais peut-être... Oui, monsieur Lejean. Et d'ailleurs, Madame Blandin aussi, bien entendu, à chaque fois que dans cette commission nous auditionnons, nous demandons à la présidente de la commission concernée par le sujet. Je veux signaler aussi qu'on s'appuie beaucoup pour nos auditions sur le travail d'évaluation qu'avait déjà fait Madame Morin-Desailly, avec un rapport que vous devez connaître, qui nous aide aussi, puisque c'était presque un rapport d'étape pour nous. Voilà. Oui, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président de France Télévisions, nous nous livrons avec vous aujourd'hui à un exercice assez délicat. Il s'agit de ne pas reprendre un débat sur la loi sur l'audiovisuel qui a pu avoir lieu auparavant et pour lequel nous avons les uns et les autres exprimé des positions. Certains ont voté le texte, d'autres ne l'ont pas voté. Il ne s'agit évidemment pas ici de chercher à savoir si ceux qui n'ont pas voté avaient raison ou si ceux qui ont voté avaient raison.
Il s'agit, me semble-t-il, dans l'esprit républicain, de s'assurer que la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement est correctement appliquée. Il s'agit aussi de voir si nous n'avions pas aperçu un certain nombre de difficultés qui, éventuellement, pourraient expliquer une remise en question de l'application de la loi votée par le Parlement. Je voudrais dire qu'en ce qui me concerne, j'ai été un soutien assez enthousiaste de cette loi parce que j'y voyais un aspect culturel important, donner une nature et une identité tout à fait différente à France Télévisions par rapport aux télévisions commerciales, en faisant en sorte que son mode de financement ne soit pas soit totalement différent de celui des télévisions commerciales. Voilà pourquoi il est légitime de regarder comment évoluent les recettes de France Télévisions, mais vous permettrez aussi de dire que pour le public, ce qui avait été retenu, me semble-t-il, pour l'essentiel, voté par le Parlement et compris par le public, c'était l'arrêt de la publicité, au moins pendant une certaine tranche. Et il est vrai, j'assiste là-dessus, M. Assouline l'évoquait tout à l'heure aussi, qu'il y a maintenant une certaine ambiguïté dans l'esprit du public qui voit des tranches de parrainage apparaître après le journal télévisé du soir, qui donne le sentiment qu'on avait annoncé la fin de la publicité et que la publicité, sous d'autres moyens ou sous une autre appellation, persiste, alors que l'on pensait aussi que le strict respect, ou un respect presque strict, du 20h35 permettrait d'avoir une soirée télévisée avec 2 films éventuellement, ou 2 grandes émissions, sans obliger le téléspectateur à se coucher trop tard. Alors pourriez-vous être assez précis, Monsieur le Président, dans l'analyse que vous pourrez nous développer sur les raisons de cette situation, l'évolution que vous souhaitez donner à votre chaîne? Pensez-vous que vous respectez l'esprit de la loi en ayant une situation dans laquelle finalement la grande émission du soir de France Télévisions peut commencer à peu près à la même heure que celle de son concurrent de la première chaîne? Voilà, nous aimerions avoir là-dessus et sur votre compréhension des choses une précision. J'aurai d'autres questions à poser ensuite, mais je crois que pour l'instant, je voudrais déjà me limiter à ce premier point qui, pour moi, est d'abord une forme de signature culturelle de la nature des programmes de France Télévisions. Moi, je suis ici en auditeur et je suis tellement avide de vos réponses que je ne vais pas prendre de minutes sur votre temps de parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président Legendre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur les modalités d'application de la loi du 5 mars 2005. Cette loi, Monsieur le Président, vous l'avez bien dit, qui a modifié en profondeur l'organisation, le modèle économique et la programmation des soirées des chaînes de France Télévisions. Je voudrais d'abord rappeler que le service public doit être dans un rapport de confiance avec les citoyens car il est porteur de valeurs républicaines et d'une grande responsabilité dans la façon dont quotidiennement nous informons les Français. Nous les aidons à comprendre le monde et nous nous attachons à les divertir, mais aussi dans la manière dont nous reflétons la société dans sa diversité et dont nous efforçons de parler à chacun, c'est-à-dire à l'ensemble des publics. À l'heure d'un renforcement de l'offre privée dans la TNT, une TNT dont beaucoup s'accordent à dire qu'elle n'a pas enrichi qualitativement le paysage audiovisuel, l'identité du service public s'affirme plus que jamais dans l'exigence de différence de nos offres avec celle des chaînes commerciales. Oui, France Télévisions est un groupe dont la qualité des programmes constitue cette alternative et contribue fortement à informer, enrichir et divertir le téléspectateur. La mission centrale de France Télévisions, la première du fameux triptyque des fondateurs de l'audiovisuel public, qui est d'informer nos concitoyens dans le pluralisme, ne s'était pas aussi bien portée depuis longtemps. Je rappelle que les rédactions de France Télévisions sont depuis mon arrivée placées sous une direction unique. Et c'est la référence notamment à l'entreprise unique, Monsieur le Président. Sur France 2, le 20h est revenu à des niveaux d'audience inédits depuis 15 ans,
Nous avons reconstruit avec des paroles et des actes la grande émission politique qui manquait à notre pays. France 2 est actuellement le lieu du débat démocratique audiovisuel. France 3, avec ses 24 éditions régionales et 49 éditions locales simultanées, remplit son rôle central qu'est l'information régionale de proximité de nos concitoyens. Le 19-20 sur France 3, hormis en Île-de-France et dans les régions qui l'entourent, fait de France 3 la première chaîne sur cette tranche, très loin devant toutes les autres chaînes, avec des parts d'audience qui vont de 20 à 30% dans certaines régions. L'information, mesdames et messieurs les sénateurs, a retrouvé sur France Télévisions ce rôle central et constitue une alternative crédible et forte, indépendante et pluraliste aux offres privées. Et la lecture des audiences nationales de France 3 doit être interprétée au regard du chemin résolument régional que cette chaîne emprunte depuis mon arrivée. Les comparer à celles des chaînes commerciales qui ne remplissent aucune de nos missions de service public n'a pas de sens. En matière d'éducation des téléspectateurs, je n'insisterai pas sur la popularité et les audiences croissantes de France 5, qui montrent bien à quel point nos concitoyens souhaitent une télévision qui permet de partager la connaissance, le savoir et la culture. Et nous pouvons être tout aussi fiers de la réaction du public et de l'accueil critique reçu par l'exceptionnel documentaire « Guerre d'Algérie, la déchirure » en première partie de soirée sur France 2 il y a quelques semaines. France Télévisions propose en permanence une offre documentaire exceptionnelle, s'adressant à tous, à des niveaux de qualité et d'engagement qui montrent là encore la singularité du service public dans le paysage français. France 4 vient encore d'en administrer la preuve face à M6. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Isabelle Morini-Bosque, dans la rédactrice en chef du TV Magazine, le plus lu des magazines des programmes télé en France. Dans le domaine de la création que vous avez évoqué, et dont vous savez qu'elle est primordiale dans mon action, la nouvelle saison de la fiction Un village français sur France 3 démarre avec un succès critique et public. Elle traite des drames de l'occupation allemande et constitue l'exemple de ce qu'est depuis toujours la raison d'être de France Télévisions. Raconter la grande histoire de notre pays, expliquer le monde à travers la vie et l'histoire des hommes. Sur France 2, la série Fais pas ci, fais pas ça est un autre exemple de succès critique et public que nous seuls pouvions accompagner patiemment dans la rencontre des téléspectateurs. Comme la série Les Hommes de l'ombre, cette création est emblématique de la nouvelle ligne éditoriale résolument contemporaine que j'ai souhaité impulser pour les fictions de France 2. Depuis 2 vendredis, et encore vendredi prochain, la série en 6 épisodes Anticone 34 montre l'engagement de France 2 dans de nouvelles écritures françaises et européennes, cap que l'arrêt de la publicité après 20 heures nous permet de prendre en privilégiant clairement certains soirs l'innovation sur l'audience. Et c'est un point extrêmement important qui répond à vos préoccupations, je pense. Cela montre aussi le chemin à parcourir pour conquérir de plus jeunes publics sur ces nouvelles formes de création et l'opiniâtreté dont les équipes de programme doivent faire preuve face aux attaques des commentateurs au moindre revers d'audience. Dans le sport, avec l'arrivée des Qataris dans ce domaine, France Télévisions devient le seul véritable garant d'une offre de sport gratuite pour les Français. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, nous avons sécurisé sans surenchère tous nos droits sportifs essentiels pour les 4 prochaines années. Après le tournoi des 6 nations, la communauté nationale va se rassembler sur France Télévisions devant Roland-Garros, le Tour de France et les Jeux Olympiques. Là encore, mesdames et messieurs les sénateurs, France Télévisions offre aux Français une alternative unique, démocratique et pleinement de service public. Dans toute l'Europe, à l'heure des audiences fragmentées de la TNT, les groupes audiovisuels cherchent à reconquérir des téléspectateurs plus jeunes grâce à l'une de leurs chaînes. BBC 3 au Royaume-Uni, ZDF Neo en Allemagne, Rai Quattro en Italie, c'est à France 4 de jouer en France cette partition essentielle. Elle n'est pas la caricature que certains cherchent à en faire, elle est en train de réussir sa rencontre avec les téléspectateurs car elle apporte une richesse qualitative que les baromètres confirment. Bien sûr, elle pourra encore progresser dans ses missions, jouer mieux son rôle d'expérimentation, faire émerger des nouveaux talents, notamment en matière de fiction, mais elle est déjà la seule chaîne nouvelle de la TNT qui soutienne à ce point la création et la production documentaire, la seule qui diffuse des courts-métrages, la seule qui diffuse des films d'art et d'essai, la seule qui dépasse nettement ses obligations de programmation de films français, qu'elle va encore renforcer
grâce à un accord que j'ai signé avec la profession du cinéma il y a une semaine. Enfin, son antenne en est la preuve permanente. Elle est pleinement ce partenaire du spectacle vivant qui est le cœur de son cahier des charges. Fin 2010, la France a connu une évolution exceptionnelle avec l'arrivée de la TNT dans tous les outre-mer de la République. Dans un dispositif opéré par France Télévisions et majoritairement composé de ses chaînes, je tiens à saluer le travail de nos équipes qui, dans un délai particulièrement serré, ont réalisé ce saut démocratique pour nos concitoyens. Nous avons désormais 9 chaînes dénommées premières qui ont partout des parts d'audience considérables. Elles ne rediffusent plus comme avant le meilleur des programmes des chaînes nationales et font mieux que résister face à une concurrence élargie. France O, pour sa part, devenue pleinement chaîne nationale, a engagé une nouvelle étape et construit son repositionnement autour de l'ouverture à toutes les cultures du monde. Au premier trimestre 2012, France Télévisions est fort de 30% de l'audience de nos concitoyens. D'après l'Union européenne de radio-télévision, la moyenne des audiences des groupes audiovisuels publics en Europe s'établit juste en dessous de 29%. Prenons l'évolution de France 2 qui demeure la grande chaîne généraliste alternative aux chaînes privées historiques. Elle résiste mieux que TF1 dans la TNT. L'écart entre ces deux chaînes est de 9 points d'audience aujourd'hui. Il était de 17 points en 92, année typique de bonne santé pour les deux chaînes. À l'époque, TF1 avait 41% de l'audience nationale et France 2 en avait 24%. En 2011, TF1 compte 24% de l'audience nationale et France 2 rassemble 15% des audiences. Sur la même période, France 3 est passé de 13,6 à 9,7 de part d'audience. Je le crois, mesdames et messieurs les sénateurs, dans un secteur qui a tant changé en France et dans le monde, France Télévisions résiste bien et continue d'assumer les missions télévisuelles qui doivent être les siennes auprès de nos concitoyens. Ces missions, notre raison d'être, ne sont pas différentes du passé. La révolution numérique renforce même notre utilité en tant que porteur des valeurs de la communauté nationale dans le monde, des contenus et du numérique. Pour reprendre la formule du cinéaste italien Rossellini, plus que jamais, France Télévisions doit être une grande encyclopédie populaire des temps modernes. Une encyclopédie vivante, sans cesse en mouvement, qui place l'accompagnement de la création en son centre. Ce qui a complètement changé, c'est le contexte dans lequel il nous faut exercer nos missions. Avec 6 nouvelles chaînes, la TNT va encore renforcer l'offre privée et limiter proportionnellement le service public. L'inflation sur les droits audiovisuels, ceux du sport en premier lieu, va continuer sa course et limiter encore notre capacité d'achat de programmes. La télévision connectée qui met en France la puissance de Google et d'Apple au centre du jeu va nous imposer à court terme de revoir totalement nos modèles. L'essor des nouveaux usages numériques délinéarisés, la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande, ces nouvelles pratiques audiovisuelles des Français gomment la force de prescription des chaînes. Nous devons renforcer notre rôle d'éditeur de programmes en complément de celui de diffuseur. Les producteurs ne le comprennent pas tous, notamment dans les domaines du documentaire et de la fiction. Ce contexte commun à tous les audiovisuels publics en Europe, mesdames et messieurs les sénateurs, est celui d'une concurrence inédite dans l'histoire de l'audiovisuel public. Je veux ici vous faire passer un seul message: aider le groupe France Télévisions, aider le patrimoine audiovisuel commun des Français à relever les défis qui sont les siens. Prioritairement, France Télévisions a besoin de pouvoir se projeter dans un cadre financier stabilisé afin d'affronter les défis qui l'attendent. C'est l'objectif du COM, contrat d'objectifs et moyens 2011-2015, que j'avais souhaité négocier à mon arrivée. Objectif contredit déjà à 2 reprises par des arbitrages correctifs diminuant les ressources publiques affectées à France Télévisions. C'est pour nous une source d'inquiétude, d'autant que nos perspectives publicitaires, déjà moroses du fait du contexte économique général, seront affectées par l'arrivée des nouvelles chaînes privées de la TNT. La question qui vous appartient du maintien ou de la suppression de la publicité en journée au 1er janvier 2016 doit être posée à l'aune de la volonté de l'État de nous assigner des objectifs plus nombreux, comme par exemple le financement de la création ou l'essor de l'outre-mer audiovisuel. Nous partageons ces défis avec tous les audiovisuels publics européens. Ils conditionnent les 3 axes fondamentaux de la stratégie que je conduis à France Télévisions, que je voudrais brièvement vous rappeler pour conclure.
Premier axe. Je ne le développerai pas car nous manquons de temps, mais c'est essentiel, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est notre offensive dans le numérique. Nous y allouons de très importantes ressources, plus de 100 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Rappelons-le le premier acte, c'est le lancement de notre plateforme d'information qui sera suivie bientôt d'une plateforme sur le sport. Vous l'avez compris, j'ai considéré que l'information et le sport comme les 2 priorités à court terme de mon mandat. Le deuxième axe, c'est la poursuite de la construction de l'entreprise unique et la réforme des structures de France Télévisions que vous avez aussi évoquées, Monsieur le Président. La nouvelle équipe que je dirige depuis 18 mois a pris en charge une entreprise totalement désorientée, désorganisée par la mise en place à marche forcée de l'entreprise unique en 1 an. À vous et à tous ceux qui ont l'impression que le fonctionnement de France Télévisions n'est pas clair, pas fluide, je veux le dire aujourd'hui, vouloir faire cela en 1 an et même en 2 n'était pas réaliste. L'entreprise unique était et reste une nécessité, une évidence même, dans le paysage qui est le nôtre. Mais fusionner 8 sociétés, 5 chaînes et même 14 avec celle des Outre-mer, rassemblant plus de 10 000 collaborateurs, des chaînes que l'histoire a conduit à se construire en opposition les unes aux autres, cela demande du temps. Du temps pour négocier les statuts collectifs, pour exposer la nouvelle organisation aux instances et au personnel, pour rapprocher et fluidifier les procédures et les outils de travail, notamment informatiques, comme pour regrouper physiquement les collaborateurs des nouveaux services communs. Dans ce paysage, en constante évolution, nos collaborateurs, donc, ne pourront construire un groupe uni et adapté aux mutations du secteur audiovisuel et du numérique qu'à l'aide de trajectoires pluriannuelles tenant le plus grand compte de ce corps social, surtout si ses effectifs doivent diminuer. Car la télévision n'est faite que par le désir et le travail d'hommes et de femmes. J'ai établi une feuille de route interne en application de nos grands chantiers stratégiques, qui conduira France Télévisions à une étape importante d'achèvement de l'entreprise unique fin 2013. En adoptant une méthode nouvelle, respectueuse des personnes, ce qui pour moi, vous le savez, prime sur toute autre valeur, des étapes sociales importantes ont enfin été franchies. La signature d'une nouvelle convention pour les journalistes et la négociation en cours sur le temps de travail. Au cœur de cet axe stratégique fondamental se place la réforme de France 3. J'ai engagé cette réforme pour moderniser cette chaîne que je connais si bien. À mon arrivée, nous avons en premier lieu mobilisé le potentiel sous-employé des équipes et augmenté sensiblement leur production tout en baissant le coût de production. Je souhaite désormais passer à une autre étape, conforme à ce que j'avais indiqué lors de mes auditions en 2010, une étape qui s'inspire, toutes choses égales par ailleurs, de la RD allemande, de constituer des pôles régionaux d'excellence audiovisuelle, numérique et culturelle, une ambition qui associe les acteurs locaux publics, associatifs ou privés, tant il est aujourd'hui patent que l'offre privée locale, qui fondait de nombreux espoirs il y a 10 ans, n'a pas partout trouvé sa place ou son modèle économique. Je souhaite réformer profondément les structures de France Télévisions, ses fonctionnements internes autour d'objectifs de cohésion et d'efficacité, afin d'affecter prioritairement nos marges de manœuvre au contenu et notamment à la création, dans un univers de ressources publiques que nous savons nécessairement contraint. Mon troisième axe stratégique, à l'heure du morcellement des audiences, est la construction de véritables synergies dans notre bouquet de chaînes, ce qui implique d'adapter pour les réaffirmer les identités et les lignes éditoriales de chacune, en renforçant le socle de valeurs qui nous est commun. Les chaînes privées qui dominent la TNT ont complètement transformé leur programmation en soirée, en profondeur. Elles l'ont modifiée de façon dont les Français regardent la télévision. Ayant perdu une partie de leur puissance aux heures de grande écoute, elles travaillent désormais à capter les téléspectateurs le plus longtemps possible. Les notions mêmes de première, deuxième et troisième partie de soirée disparaissent. Le téléspectateur fait son choix vers 21 h et reste captif de la même chaîne jusqu'au coucher. Les grandes émissions de divertissement du privé durent désormais plus de 3 heures. Les épisodes de séries sont programmés bord à bord et les coupures publicitaires n'interviennent qu'une fois le téléspectateur reconquis par chaque nouvel épisode. La capacité qu'avait le service public de bien exposer des programmes plus exigeants grâce au report des téléspectateurs en deuxième et troisième partie de soirée n'existe plus. Au-delà de la souplesse légitime que requiert le traitement par le 20 h d'une actualité dont la densité est par nature variable,
La question même de la pertinence d'un horaire réglementaire du début de soirée doit être posée et débattue. C'est toute la culture télévisuelle qui doit évoluer si nous voulons continuer à animer l'audiovisuel de création en France et ne pas nous mettre hors jeu. Ce chantier est une révolution culturelle pour nous tous. Sa mise en œuvre indispensable nécessite du temps afin de faire évoluer notre écosystème et nos missions traduites sous forme d'engagement et de cahier des charges. Je vous remercie pour votre attention et bien entendu, je suis prêt à présent avec mes collaborateurs à répondre à vos questions ou revenir sur les questions que vous avez évoquées. Oui, ce propos préliminaire global répond en partie à un certain nombre d'interrogations, mais maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit un peu plus direct et concentré. Il y a une question que je n'ai pas posée parce que dans mon propos préliminaire, parce que il fait l'objet d'une loi séparée, mais qui a été discutée quand même dans le cadre, et même souvent plus discutée que le reste, dans le cadre de ce débat sur la réforme de l'audiovisuel. Et c'est une question très directe que je vous pose. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre de cette façon. Après, chacun a son opinion, mais c'est la vôtre vraiment que je veux avoir. Vous savez qu'il y a eu la controverse sur le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Vous vous souvenez que certains étaient pour ce mode de nomination, ici dans les co-rapporteurs, M. Legendre. Moi, j'étais pas favorable, mais une fois que c'était décidé, j'avais déjà posé une question au moment où on a dû se prononcer sur votre nom. Et vous saviez que je n'avais absolument rien contre la personne et ses compétences et ses qualités. Mais je posais la question, est-ce que ça va être un boulet? Je ne posais pas la question, est-ce que tous les jours vous aurez le président de la République au téléphone? Je posais la question sur, est-ce que ce mode de nomination, indépendamment de ce qui se passe ensuite dans la réalité, ne faisait pas, ne créait pas une situation où même quand une décision est prise de façon indépendante, eh bien, le doute, la suspicion pouvait jaillir, se poser, parce que c'était le président de la République qui nommait. Et donc, je vous demande, après avoir posé cette question au moment de votre nomination, après l'exercice, si vous avez, à des moments, pensé, bien sûr, vous avez toujours dû penser que c'était bien ce que vous faites et que c'était la tâche de votre vie et que vous êtes le plus qualifié pour le faire, ça c'est normal. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé que vous auriez préféré être nommé différemment pour encore être plus heureux et moins regardé parfois avec le doute? Je vous pose les questions de façon directe, vous me connaissez, et en même temps de façon nullement agressive. Je pense que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire une grande dissertation sur le bonheur. Non, ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que lorsque j'ai été nommé, j'ai présenté un projet ici même, de même que je l'ai fait au CSA ou à l'Assemblée, et que ce que je viens de vous exprimer là est la traduction du projet dont je vous parlais à l'époque, hein, assez clairement. Donc, ma réponse est très simple, c'est que la mise en œuvre de ce projet, la manière dont j'ai constitué mon équipe, dont mes plus proches collaborateurs sont présents, et la manière dont nous menons notre travail dans l'entreprise, est complètement indépendante du mode de nomination. La seule question qui se pose concernant le mode de nomination est la rumeur publique autour du mode de nomination, mais ce n'est pas l'exercice lui-même de la fonction, ni l'exercice des responsabilités qui est en jeu. Voilà. Je souhaiterais revenir sur le premier débat, celui qui concerne d'une certaine manière l'audimat. Nous avons souhaité, nous avons pensé, c'était peut-être naïf, quand le mode de financement de la télévision publique a été revu, c'est une façon de protéger
les chaînes contre ce qu'on appelait la tyrannie de l'audimat. Or, quand j'écoute bien vos propos, votre préoccupation est de pouvoir attirer le téléspectateur en début de soirée et si possible de le garder. Vous avez expliqué qu'il était très difficile de lui faire passer d'une chaîne à une autre une fois qu'il était engagé dans une chaîne, dans le tunnel d'une chaîne. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement l'audimat n'est pas lié au mode de financement, que l'audimat ne persiste pas, même s'il n'est pas lié au mode de financement de la télévision, et que ce qui est le critère sur lequel on juge le succès ou l'échec d'une production et d'un responsable de chaîne, c'est sa capacité à attirer le plus grand nombre de téléspectateurs. Dans les intervenants que nous avons rencontrés lors de ce travail, on a beaucoup opposé l'audimat et le qualimat. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre pensée sur ce sujet qui me paraît quand même très important, toujours dans un souci de garder quand même à la télévision l'aspect d'un élément de notre culture? Oui, pas complète, la question est très complète, mais j'ajoute de façon très concrète, on ne partage pas tout, même l'essentiel on ne partage pas, mais ces questions-là, on les a partagées avec M. Legendre. Et par exemple, quelqu'un nous a dit, le réflexe reste, à 9h12 le matin, le lendemain d'une projection de notre création, de notre œuvre, de notre production, de nous appeler pour nous donner l'audimat de la série ou du film. Donc ça reste le critère vraiment premier, et on se sent, on nous dit pas voilà, il y a tel audimat, mais tout le monde a adoré, ou on n'a pas aimé. Non, c'est l'audimat et le chiffre de l'audimat qui tombe, pas le qualimat, non pas Monsieur Legendre, et donc on a l'impression que ça reste après. Vous m'avez, vous, donné une explication à un moment donné qui fait réfléchir aussi sur cette question de l'audimat, sur le retard d'horaire, 45, etc. Notamment le fait que la riposte, au début vous étiez bien à 35, en gros, hein. La riposte de TF1 a été de mettre Canteloup à ce moment-là, et donc si c'était un succès populaire, que si les téléspectateurs étaient sur Canteloup pendant un quart d'heure, que vous commenciez vos émissions, ils ne pouvaient plus revenir sur votre prime time puisqu'il était commencé. Et donc vous préfériez reculer aussi. Donc, encore une fois, l'impératif a été, et dans la concurrence et dans la recherche de l'audimat, par rapport à quelque chose qui était très clairement affiché comme une volonté du législateur, parce que ça identifiait la réforme. Il y avait arrêt de la pub et il y avait 20h35, c'est-à-dire avant tout le monde et nettement avant tout le monde, une télévision qui permettait de voir une deuxième partie de soirée avant de se coucher pour ceux qui se lèvent tôt. Hein, c'était les grandes vedettes de 2007-2009, ceux qui se lèvent tôt. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Alors, les questions que vous posez sont évidemment au cœur de la gestion des antennes. Première chose, il n'y a aucun doute là-dessus, les missions que nous avons sont des missions qui se différencient fortement des chaînes privées à travers la création, à travers l'information. Et pour cela, il suffit de regarder nos grilles de programme, de faire l'exercice semaine après semaine, et de voir semaine après semaine la place que nous donnons aux documentaires de création, aux émissions culturelles, à la fiction française versus la fiction américaine, ou aux magazines de société ou de découverte. Il ne peut pas y avoir de doute là-dessus, et c'est jour après jour. C'est jour après jour. Vous avez ce soir, sur France 3, la nouvelle émission de Patrick de Carolis, Le Grand Tour, que je vous conseille de voir, qui va vous faire découvrir des choses formidables. Vous avez de la fiction française sur France 2. Qu'est-ce que vous avez sur TF1 ou sur M6? Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pourrais vous le faire semaine après semaine. Donc, notre première vocation est bien d'avoir
jour après jour. Et vous savez, je ne fais pas là-dessus de grands discours théoriques. Je regarde simplement, le jour où on me pose cette question, le programme du jour. Et je ne suis jamais pris en défaut. Mais est-ce que vous pensez que là-dessus, il y a un avant et un après réforme? Parce qu'il n'y avait pas, France Télévisions ne ressemblait pas à TF1 avant la réforme. Mais là-dessus, il y a un avant et après réforme, parce qu'aujourd'hui, les risques que nous prenons en termes de nouvelles fictions, les risques que nous prenons en termes de documentaires en première partie de soirée, sont des risques qu'on prenait plus difficilement à l'époque, puisque l'audience commerciale primait. Pour autant, on en prenait quand même, mais pas de façon aussi systématique. Les documentaires que vous voyez en première partie de soirée, les fictions françaises, je l'évoquais tout à l'heure, les nouveaux magazines que nous essayons de lancer, sont systématiquement aujourd'hui la marque du service public. Il n'y a pas de différence. Il y a une différence marquée plutôt. Alors, la question des horaires. D'abord, pardon, mais le groupe France Télévisions, c'est 5 chaînes. Sur ces 5 chaînes, il se trouve que France 3 commence en moyenne à 20h38, que France 5 commence en moyenne à 20h37, que France 4 commence en moyenne à 20h38 et que France O commence à 20h35. Tout ça, c'est... Bon. Et il se trouve que France 2 a commencé en moyenne à 20h41 l'an passé et est cette année à 20h44. Dans le même temps, les chaînes privées, TF1, M6, mais l'ensemble des chaînes de la TNT commencent globalement vers 21h. Alors, est-ce que, et le débat sur l'audimat n'est pas tant un débat de course à l'audimat qu'une volonté pour l'audiovisuel public de faire en sorte que les œuvres soient des œuvres qui soient vues par le plus grand nombre. Nous ne faisons pas la course à l'audimat, parce que si nous faisions la course à l'audimat, nous mettrions 3 soirées de séries américaines, comme font les autres, et où ils empilent 4 séries américaines. Notre volonté simplement, c'est que lorsque nous mettons une fiction française, donc la création française, lorsque nous mettons un magazine culturel français, eh bien de faire en sorte que nous puissions donner l'occasion au plus grand nombre de venir. Il se trouve que depuis 2007, nos concitoyens ne disent pas à 20h35, je me branche sur le service public, mais disent à 20h35, je vaque à différentes occupations, parce que le mode de vie, c'est que je ne vais chercher mon programme de première partie de soirée que vers 20h50. C'est ça la réalité. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui réglementer... Donc on avait tort. Oui, on avait tort. On avait tort pour 2 raisons. Enfin, moi, je n'ai pas voté la loi. Non, mais on avait... C'est pas dans la loi d'ailleurs. Le 20h35 n'est pas dans la loi. Mais on avait tort de quoi? C'est que, si vous voulez, globalement, et je le dis ici, nous devons aujourd'hui, lorsque nous sommes dans un univers de concurrence qui s'est totalement démultiplié depuis 2007. Et dans ce domaine de concurrence, vous ne pouvez pas dire à un moment donné, j'ai une pratique à moi et puis tous les autres qui explosent de partout, eh ben, ils vivent leur vie. Il faut aujourd'hui essayer de réfléchir où sont les flux, et dans ces flux, voir comment on peut essayer de s'inscrire. Alors, nous ne disons pas qu'on va démarrer à 21h, d'ailleurs, nous ne le faisons pas. En revanche, reprenons France 2, on a aujourd'hui l'opportunité sur France 2 d'avoir un journal d'information à 20h qui est devenu, et ça qualitativement on nous le dit, un journal de référence, qui est un journal qui multiplie les pages importantes et qui aujourd'hui va jusque vers 35. Et nous démarrons la première partie de soirée, du coup, 5 ou 6 minutes plus tard. La mission de service public n'est pas gâchée par ces 5 ou 6 minutes. Et si elle nous permet d'amener à nous un peu plus de gens qui vont voir une fiction française, un magazine politique ou un documentaire, je pense qu'on est dans notre rôle. Alors, sur le point que vous évoquiez, bien sûr qu'à un moment donné, le fait de réunir un public important est un des critères d'appréciation. Mais c'est un des critères d'appréciation. Pourquoi? Parce que c'est l'usage de l'argent public. Si nous utilisons l'argent public pour n'avoir que des audiences infimes, vous nous en ferez légitimement le reproche. Donc il y a un équilibre difficile à trouver. Pour autant, concernant le qualitatif, il faut que vous sachiez que nous avons investi beaucoup sur les nouveaux baromètres qualitatifs, mais que les baromètres qualitatifs, ce sont des études qualitatives un peu plus longues que l'audimat instantané, et nous ne les avons que 8 jours plus tard. Mais avec notamment
tous ceux qui font de la fiction, tous ceux qui font des magazines récurrents, nous avons des réunions d'analyse qualitative pour voir comment on peut, à partir de ces éléments qualitatifs, tirer des leçons pour progresser et être meilleur. Mais le qualitatif est aujourd'hui non seulement un point sur lequel nous avons investi, mais un point sur lequel nous souhaitons aujourd'hui dialoguer fortement avec les créateurs. Et c'est raison pour laquelle aussi, nous avons signé avec tous les professionnels de la fiction, il y a maintenant 6 mois, une charte du développement qui doit nous permettre d'aller plus loin. Mais encore une fois, notre vrai... Enfin, si j'ai une vision de l'entreprise, c'est développer une information de référence et une création qui est une création originale. C'est ça notre rôle. Oui, monsieur Lejean. Si j'ai bien compris ce que vient de nous dire monsieur le président de France Télévisions, il ne faut pas s'attacher trop à l'heure à laquelle démarrent les émissions sans publicité dans la deuxième partie de la journée. Mais vous, et de ce point de vue-là, vous pensez qu'une focalisation sur le 20h35, même s'il n'était pas strictement dans la loi, serait quelque chose d'erroné. Mais vous avez dit aussi que la qualité s'était améliorée par rapport à l'époque où France Télévisions pouvait bénéficier de la publicité. Donc, il ne faut pas revenir à un financement par la publicité pour l'avenir. C'est bien ça votre position. Ah oui, oui. Parce qu'on a pu entendre le débat. Et si je voulais soulever... Non, mais ça, je vous le confirme, C'est simplement parce que la prolongation de la publicité sous la forme du parrainage pouvait apparaître de ce point de vue-là comme une tentation ou l'amorce d'un retour au financement par la publicité. Comme il y a des tentations dans ce domaine, je suis heureux de vous entendre dire qu'il ne faut pas revenir à un financement par la publicité, quelles que soient les difficultés financières de la période. Alors, monsieur Legendre, 2 points là-dessus. Le premier, c'est que, je l'ai dit ici, je le redis, je considère que les missions du service public sont tellement importantes et aujourd'hui encore plus que par le passé pour avoir une information de référence et un lieu de création que nous devons avoir le financement pour ces missions. Mais qui sont des missions aujourd'hui, et j'en ai une conviction profonde, plus importante que jamais, parce qu'il y a une démultiplication de l'information et des images, et on doit avoir un lieu de référence, comme les autres grands audiovisuels publics européens. Donc il nous faut un financement adapté. Et donc la question de la publicité aujourd'hui se pose pour moi très simplement dans l'équilibre de ce financement. Si l'esprit de la loi est respecté, c'est-à-dire si on dit on vous supprime la publicité et on compense, je crois que ça se disait à l'époque à l'euro près, il n'y a aucune difficulté. Je constate que ce n'est pas tout à fait le cas actuellement. La deuxième chose concernant le parrainage. À votre demande et à la demande de la commission de l'Assemblée nationale, nous avons mis en place une charte du parrainage, nous l'avons respectée. Il faut que vous sachiez que le coût de cette charte du parrainage, c'est 10 millions d'euros de recettes en moins pour nous. Ces 10 millions n'ont pas été compensés. Mais nous avons respecté cette charte du parrainage. Alors, qu'il reste des émissions que nous parrainions, ça fait partie aujourd'hui de notre chiffre d'affaires qui est dans notre contrat d'objectifs et de moyens. Qu'on puisse avoir... On n'a plus de programme court après 20h30. Hein, on a juste des bandes annonces avec éventuellement du parrainage. Mais aujourd'hui, nous respectons ce cadre. Ce cadre nous a encore une fois fait une moins-value en termes de recettes publicitaires de l'ordre de 10 millions. Pour le reste, je le redis, c'est la question de l'évaluation de l'importance de nos missions, je l'ai dit dans mon propos introductif, et du financement de ces missions. Et si ces missions sont capitales, et elles sont capitales, je crois aujourd'hui, pour la communauté nationale, il faut que nous trouvions le financement. Et j'ai 2 petites questions. Oui, c'est sur le coût de la publicité et votre souci des compensations. Par 2 fois, je vous ai interrogé, mais je n'étais pas encore présidente de la commission, sur le coût qu'imputerait à vos recettes la suppression de la publicité aux alentours des émissions pour les enfants. Ça pourrait arriver dans l'année. Et si ça arrivait et que vous souhaitez toujours que ce soit compensé, il sera vraiment nécessaire que vous nous précisiez combien cela vous coûterait. Alors, je ne suis pas en mesure là, et mes collaborateurs non plus, de vous donner un chiffre exact, mais on fera l'étude et on vous le transmettra évidemment.
elle nous a fait une annonce, hein, que ça peut arriver. Elle sera plus seulement ministre de la Culture, présidente de la commission. Non, bon. Je voulais poser deux questions précises qui ont surgi à travers nos auditions, qui ont été notamment sur l'identité des chaînes, puisque vous avez insisté sur ça quand vous êtes arrivé. C'était la spécificité aussi de votre mandat, de votre équipe, de votre projet par rapport à l'équipe précédente. Tout le monde s'interroge réellement sur France 4 et sur le fait qu'on ne voit toujours pas l'identité. Apparemment, se dégageait un consensus d'une chaîne jeunesse, on va dire, qui pouvait être sur une tranche horaire plutôt les enfants et ensuite progressivement capter des publics plus ados et plus jeunes adultes au fur et à mesure de la progression dans la soirée. Certains s'émeuvent du fait que c'est l'endroit où quasiment l'obligation de service public serait la moins respectée en termes de création française, puisque il y a beaucoup quand même de feuilletons américains, on va dire. Et si c'est la méthode pour garder les ados, semble pas être la mission du service public. Donc je vous le dis, c'est des critiques récurrentes qui nous sont venues dans les auditions. Il vaut mieux les connaître, il vaut mieux les traiter que de... Peut-être qu'il y a beaucoup d'injustices. Moi, je ne suis pas accroché à France 4 pour vérifier. Je le fais quand je peux voir la télé parfois, mais je vous le dis, c'est venu souvent, donc je veux avoir votre point de vue. Il y avait un objectif dans la loi sur des obligations concernant la diversité. Que la télé ressemble à la population française dans ce qu'elle affiche, dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle traite, et la population française est diverse. Donc, je sais que beaucoup est fait, je sais que vous avez un service quasiment entièrement dédié, étendu vers cet objectif, mais je veux avoir votre réponse là-dessus. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est lié, vous êtes un connaisseur, mais le chantier France 3, où on en est. Voilà, où on en est avec, pas où on en est comme ça de façon générale, mais où sont les problèmes. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas assez vite? Est-ce que vous pensez que nous sommes, en tous les cas, nous au Sénat, particulièrement attachés à l'identité FR3, chaîne des régions, chaîne des territoires, etc. On aimerait vraiment qu'à aucun moment des difficultés rencontrées par le groupe, ce soit là qu'on laisse un peu tomber les choses, ou parce que c'est la spécificité peut-être majeure aussi du service public de l'audiovisuel. Concernant France 4, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, deux choses. D'abord, je crois qu'on n'a pas le temps malheureusement, mais vraiment, nous sommes à votre disposition lorsque vous le souhaiterez pour détailler avec vous le contenu de France 4, ce que nous faisons en termes de magazine, ce que nous faisons en termes de création, ce que nous faisons en termes d'initiatives. Je citais tout à l'heure un papier d'une journaliste où on a fait, dans la peau d'un handicapé, des magazines documentaires formidables. Bref, nous avons dans cette chaîne une différenciation complète avec l'univers de la TNT. Cette chaîne, elle fait partie du bouquet de France Télévisions. Nous sommes dans un univers aujourd'hui où on est passé de la rareté à la profusion. Et dans cette profusion, il faut que vous sachiez que le fait aujourd'hui qu'il y ait 6 chaînes de plus fait que la part de voix de France Télévisions est passée de 28% à 20%. Notre part de voix diminue. Et elle diminue alors que nous avons des missions importantes et alors que nous devons essayer de toucher tout le monde. Et toucher tout le monde, c'est en particulier toucher les jeunes adultes, qui ont des pratiques culturelles totalement différentes. Et ces jeunes adultes, aujourd'hui, il se trouve qu'ils regardent France 4, de plus en plus. Puisque France 4 est la chaîne qui, chez les jeunes adultes, a la progression d'audience la plus forte depuis un an.
Et France 4, c'est ni plus ni moins le même type de chaîne, que je l'ai évoqué dans mon propos, que celle qu'ont lancé les Allemands, les Anglais, les Italiens récemment. Pourquoi? Parce que le service public aujourd'hui, mais dans l'ensemble des pays européens, touche majoritairement les plus de 50 ans, les plus de 55 ans. Population importante, population qui d'ailleurs va continuer à s'agrandir, puisqu'on sait que la population vieillit, donc population que nous ne laisserons pas tomber. Mais si nous ne nous adressons pas avec des canaux spécifiques aux jeunes adultes qui ont aujourd'hui encore une fois des pratiques culturelles qui sont en train de changer, alors ça veut dire que nous considérons que le service public n'a pas à s'adresser à ces jeunes adultes et que la marque France Télévisions est une marque qui est réservée aux plus âgés. C'est pas possible. Donc, c'est un enjeu stratégique. À cet enjeu stratégique... Est-ce que vous avez, quand vous dites qu'il y a une progression chez les jeunes adultes, ça c'est donc un résultat positif, mais sur quel type d'émission? Ben ça, on peut vous le montrer sur l'ensemble de la grille et pas seulement sur les séries américaines, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. On a du cinéma, on a des magazines qui fonctionnent extrêmement bien. Mais ça, encore une fois, je vous proposerai... Il y a un type d'IMAT en progression. Bien sûr, évidemment, oui, oui. Et ça, on peut vous le montrer très, très, très clairement. Je voudrais vous rassurer, je crois que personne dans notre commission ne pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir une chaîne pour les jeunes. Nous sommes tous bien convaincus. La question, c'est plutôt celle de la construction de l'identité de cette chaîne qui paraît encore un petit peu confuse. Oui, oui. Alors, c'est sûrement pas de ne pas vouloir d'une chaîne des jeunes, donc, bien au contraire. Donc il faut qu'on travaille, Monsieur Legendre, il faut qu'on travaille là-dessus pour progresser, pour la faire mieux connaître, pour partager cela avec vous et avec nos concitoyens. Vous évoquez la chaîne enfant. Je vous le redis ici, je pense que le service public doit avoir une chaîne enfant. Et doit avoir une chaîne enfant pour deux raisons. La première, c'est qu'il se trouve que si nous n'avons pas une chaîne enfant avec de la création française et européenne, les seules chaînes que nos enfants regardent, ce sont des chaînes américaines ou asiatiques. Le deuxième point, c'est qu'il se trouve que nous sommes le premier financeur de l'animation en France, qui est la première animation en Europe. Et que nous avons donc des droits que nous pouvons utiliser sur cette chaîne enfant. Alors, nous n'avons pas eu d'attribution, alors qu'on aurait pu avoir une attribution sur une chaîne enfant. Nous ne l'avons pas eu, mais il faut qu'on travaille le sujet. Et ce que nous pensons, c'est que dans notre groupe, il y a la place pour une chaîne jeunes adultes et une chaîne pour les enfants. Mais vous avez 1000 fois raison. Mais deux chaînes différentes? Différentes. Pourquoi? C'est des questions aujourd'hui dans la profusion dans laquelle nous sommes, d'installation de marques. Comment on fait? Eh bien, on fait de deux manières. Soit on arrive à transformer un canal qui existe actuellement et qui serait disponible demain ou après-demain. Il va y avoir des mouvements sur la TNT. Ou alors, nous pouvons trouver des accords avec Gulli dans lequel nous sommes minoritaires. Mais il y a en tout cas un chantier à ouvrir. Vous évoquez... Pardon. La question de Mme Blandin sur la publicité... Non, mais c'est tellement sérieux qu'ils vont faire les comptes. J'ai pas de chiffres à... Oui, oui. Pardon. Mais ça presse pas, ça presse pas. Sur le chiffre d'affaires publicitaire autour des cases jeunesse, alors cela dépend jusqu'où on remonte, autour, au milieu ou après les cases jeunesse sur l'ensemble de nos chaînes, sachant que France 5 n'a pas de publicité autour des cases jeunesse. On a on va dire une bonne vingtaine de millions d'euros. Et c'est en baisse au cours des derniers mois parce que l'audience de ces cases s'effrite au profit de chaînes thématiques. Alors ce point qui évoque Martin... C'est l'équivalent de ce qu'a supprimé le budget de l'État cette année. Oui. Dans le cas des économies. Oui. Ce qu'évoque Martin Jdari est aussi extrêmement important. C'est que vous savez que nous avons aujourd'hui des cases jeunesse sur France 2, sur France 3, sur France 5, sur France 4. Et ces cases jeunesse, et François. Et ces cases jeunesse ont des audiences qui baissent fortement. Pourquoi? Parce que les enfants aujourd'hui vont bien davantage sur des chaînes qui leur sont dédiées que sur les chaînes généralistes où ils trouvent des cases jeunesse. C'est ainsi. Je signale aussi, et c'est par rapport au numérique, que nous allons lancer une application Zouzou que Bruno Patino m'a présentée il y a quelques jours et qui sera opérationnelle quand, Bruno? Dans les jours qui viennent. Et donc vous aurez sur iPad une application Zouzou pour les tout petits où vous pourrez voir des dessins animés pour les tout petits, vous pourrez avoir des jeux pour les tout petits, etc., etc. Et qui est donc une façon pour nous aussi d'occuper ce terrain avec des... On les aura sur quoi, les applications? Bruno, tu peux... Sur les iPhones?
Parce qu'il ne faut pas que les tout petits aient des iPhones. C'est pas ça. Hein. Non, en fait, ça va être une application pour les tablettes. On sait qu'aujourd'hui, les tablettes sont en fait des outils partagés qui restent souvent chez les détenteurs de tablettes sur la table du salon. Donc en fait, on crée avec cette application Zouzou à la fois la capacité de choisir. Donc les Zouzou, c'est une marque de France 5, hein, donc ludo-éducative hein, pour les tout petits, mais vraiment sur un thème ludo-éducatif, j'insiste. Et on pourra avoir soit, j'allais dire, une télévision linéaire ludo-éducative toute la journée, ou choisir ses dessins animés. Et je sais ce que vous allez me demander, donc je vais vous répondre. En tout cas, je l'imagine, et sans doute je me trompe. Il y a un minuteur possible, c'est-à-dire que les parents qui ont un code d'accès peuvent minuter le nombre, le temps qui peut être visionné par leurs enfants. Donc ils ne restent pas forcément toute la journée devant la tablette. Bon, ça c'est toute la... Je ne veux pas vous faire de procès, mais il y a quand même une grande perversité dans ce qui est en train de se passer globalement. Je suis parent. On offre la chose et ensuite on veut la limiter. On dit regardez, nous sommes éthiques, nous limitons. Je veux dire, oui, moi je laisse ma tablette sur la table. Déjà mon fils s'empare des choses, je vois qu'il rentre dans des applications pas possibles, il va les chercher, etc. Je suis pas content. Hein, je ne suis pas à me dire comment je vais lui faciliter pour qu'il ait son programme et tout sur la tablette. Je veux juste qu'il ne la touche pas parce que c'est pas son truc. Bon. Mais enfin, bon, vous avez le droit et c'est normal que comme il y a, vous savez qu'il y a ce type de consommation, que le service public aussi fasse une offre, puisque les autres en font, et comme l'offre sera certainement de meilleure qualité, je vais dire bravo, mais voilà, en tous les cas, ça montre que vous êtes innovant et que dans tous les domaines, vous voulez être dans une compétition. Et je l'ai souligné tout à l'heure, ça vous est reconnu complètement par beaucoup d'acteurs. Alors, vous m'avez posé, Monsieur le Président, une question sur France 3. Je l'évoquais dans mon propos liminaire. France 3 est évidemment un chantier principal pour moi. Et il est principal pour moi, d'abord, parce que s'il y a dans la notion de service public, c'est-à-dire égalité d'accès pour tous aux mêmes services, au même type de contenu, quel que soit mon lieu d'habitation, alors France 3 joue ce rôle-là. Et joue ce rôle-là de façon parfaite dans un univers où aujourd'hui, on l'a observé, l'offre privée ne parvient pas à se développer. Alors, nous avons, au cours des derniers mois, d'abord développer les contenus régionaux, notamment en termes de politique documentaire, magazine, conforter les pages d'information et les pages spéciales. Maintenant, nous travaillons sur un projet qui est un projet qui doit nous conduire à avoir demain, autour d'offres régionales que nous structurons, un développement de l'offre, une spécificité dans chaque région, et je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos, quelque chose qui pourrait, toute chose égale par ailleurs concernant les contraintes budgétaires, aller vers ce qu'a fait la RD, c'est-à-dire des grandes plaques de chaînes régionales de télévision publique. Bien, merci monsieur. Oui. Alors, assez vite, enfin une question qui ne nécessiterait pas de trop long développement parce que je voudrais qu'on finisse vraiment à l'heure. Dans ce que nous venons de voir, j'ai l'impression qu'on considère comme un fait acquis que le téléspectateur, un jour donné, s'enfourne dans un tunnel, une chaîne, et qu'il n'en sortira plus guère jusqu'à la fin de la soirée. Est-ce que le service public, est-ce que France Télévisions essaye de présenter l'ensemble des programmes qui sont sur ces chaînes, parce qu'un téléspectateur mature, c'est peut-être celui qui est capable de faire son choix. Il n'y a pas que des bonnes émissions sur une chaîne la même soirée. Il peut être intéressant d'apprendre ou d'être incité à sauter d'une chaîne sur l'autre en fonction de ses goûts. Comment allez-vous faire pour présenter l'offre globale de votre chaîne à vos téléspectateurs et casser un peu ce tunnel ? Alors, vous avez 1000 fois raison, il faut que nous puissions développer ce qu'on appelle la promotion croisée. Donc nous allons essayer de mettre, enfin c'est un travail que nous faisons entre les chaînes, d'abord de mettre en valeur pour chaque chaîne le programme important de la journée ou de la semaine, de faire en sorte que sur les autres chaînes on puisse présenter ce programme-là, de faire aussi en sorte que nous ayons des bandes annonces croisées, ce que nous sommes en train de faire. Et puis, autre point sur lequel nous travaillons, c'est la possibilité de faire circuler les œuvres. C'est-à-dire si une œuvre
est particulièrement marquante sur une chaîne, de pouvoir la présenter sur d'autres chaînes aussi. Bref, de faire en sorte qu'on donne envie et qu'on fasse en sorte que le maximum de gens puissent découvrir ce que nous faisons. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cette audition était tout à fait importante, éclairante. Elle a permis de répondre à beaucoup de nos interrogations. Pour moi, la principale nouveauté, que je ne juge pas, c'est que vous ayez dit, parce que c'est important, si c'est ça, de l'assumer, y compris de réfléchir, si les choses doivent évoluer dans le rapport entre la puissance publique et France Télévisions, vous avez dit que l'idée de 20h35 n'était pas une bonne idée. En tous les cas, handicaper France Télévisions. Le problème, c'est que vous pouvez convaincre, mais le décret, c'est la loi. Même si ce n'est pas dans la loi. Et que donc, vous ne pouvez pas, sans que les pouvoirs publics bougent là-dessus, continuer à transgresser. Mais nous, pardon, Monsieur le Président, nous ne transgressons pas. De la loi. Nous ne transgressons pas. Nous sommes le décret dit. Ça peut être 20h45. Le décret dit aux alentours de 20h35. Nous avons 5 chaînes. Et si je fais la moyenne des 5 chaînes, nous sommes moins de 20h40, c'est-à-dire aux alentours de 20h35. Bien. Oui, moi aussi, j'ai fait un petit constat qui me paraît intéressant au cours de cette audition. Malgré les abominables conditions dans lesquelles le président de France Télévisions est nommé, c'est un homme heureux et c'est un président libre. Alors, je finis en vous disant, bon, c'est la principale. Et puis, je veux faire vérifier, parce que c'est une nouveauté pour moi. Peut-être que je suis si peu averti mais en tous les cas, c'est une nouveauté. Vous affirmez qu'aujourd'hui, le comportement du téléspectateur, c'est de rentrer sur une chaîne et d'en sortir le plus tard possible, en gros. Et que donc... Non, mais je vous le dis, parce que quand même, jusqu'à présent, on était sur le téléspectateur zapper, puisque l'offre s'était élargie et le téléspectateur passait d'un truc à l'autre, etc. Vous êtes en train de dire qu'il reste, et donc il faut le garder, parce que c'est ça la garantie pour qu'il se fidélise, etc. Donc, on reviendra, y compris comme je veux que nous regardions nous-mêmes de plus près si c'est bien ça le comportement du téléspectateur. On vous interrogera pour que vous étayiez cette affirmation et on intégrera au rapport votre point de vue. Je veux vous dire et vous annoncer que contrairement à ce qui a été prévu, je le dis pour les membres de la commission notamment, nous devions dans notre programme, pour rendre le rapport, le rendre la semaine prochaine. J'ai demandé à mon co-rapporteur s'il était d'accord, puisque j'ai proposé de le rendre ce rapport autour du 15 mai pour qu'il ne soit pas un élément disons, à la veille d'élection et pendant cette période électorale, qui puisse créer de la polémique, parce que même quand il n'y a pas matière à polémique, très souvent, dans ces moments-là, on la crée et ça atteint aux travaux, à la crédibilité ou à l'autorité de nos travaux. Donc je préfère que ce que l'on va faire soit absolument une contribution majeure à ce débat et qu'il soit considéré comme tel, comme souvent les travaux du Sénat. Je ne veux pas qu'ils soient entachés de quoi que ce soit. Donc, M. Legendre m'a dit qu'il était ravi que je fasse cette proposition. Eh bien, nous sommes ravis ensemble, unis, et à bientôt. Monsieur le Président, laissez-moi sur ce point exprimer moi-même mes sentiments. Je dois dire simplement que notre décision collective me paraît sur ce point sage. Bien, excusez-moi, je n'avais pas vu, c'est probablement on me l'a mal transmis, mais Madame Morin-Desailly voulait dire quelque chose. Oui, je lève la main depuis un petit moment, Monsieur le Président. Je vais du coup être très brève, puisque le temps imparti à la possibilité aux collègues de poser des questions, finalement, est plus que limité
à l'heure que nous atteignons. Je voulais juste poser 2-3 questions qui, en fait, sont dans le droit fil du rapport d'étape que nous avions conduit avec Claude Belot, qui est tout à fait dans l'esprit du suivi de l'application de la loi. Dans notre rapport à l'époque avec M. Belot, M. Pflimlin, nous soulignions l'importance de la mise en œuvre de l'entreprise unique. Nous avions bien dit à l'époque que c'était un chantier compliqué et difficile et que ça ne pouvait pas se faire, comme vous l'avez souligné, en un jour. Mais on avait souligné l'importance qu'elle se conjugue à une amélioration de la gouvernance, en matière notamment d'orientation stratégique au sein du conseil d'administration. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi celle-ci a pu être améliorée depuis les 2 dernières années? Nous avions pointé 2 choses, la question de l'identité des chaînes, vous en avez parlé, le retard du média global, des mesures ont été prises, nous l'avons constaté depuis. Sur ce dernier point, M. Patino est intervenu. J'aurais aimé avoir un complément d'information, notamment en ce qui concerne la télévision de rattrapage, les services en ligne, l'offre de films. J'ai cru comprendre que des négociations avaient lieu avec des producteurs et que les accords étaient presque atteints et il y aurait rupture des négociations au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et un petit peu aussi quelques mots sur la formation nécessitée par l'instauration du média global? Où est-ce que vous en êtes aussi? Parce que c'est un point que nous avions à l'époque souligné. Madame Morin-Desailly, vraiment, il y a un malentendu et aucun de ceux qui m'aident à travailler n'avait vu votre main levée. Donc, moi, je ne peux pas là. C'est vraiment, j'aurais aimé, mais Monsieur Trévidy, qui est à la porte, a très peu de temps pour son audition. Je ne peux pas lui dire qu'on va tant de retard. Donc, ce que je pense, c'est que vos questions sont absolument essentielles, importantes, qu'on vous les transmette. Si vous pouvez nous faire des réponses assez précises et que vous répondiez là oralement au moins globalement, hein, mais pour répondre plus précisément à l'ensemble des questions, il n'y a plus le temps. Peut-être 3 points sur la gouvernance. Nous avons un comité stratégique au sein du conseil d'administration qui maintenant est consulté. C'est-à-dire que la gouvernance a été voulue avec des comités. Et ces comités travaillent, il y a le comité des engagements, comité stratégique, et ces comités donnent des avis qui éclairent le Conseil. Et donc lorsqu'on a des gros dossiers et qu'on arrive au Conseil, les comités auront travaillé au préalable. La deuxième chose concernant la télévision de rattrapage, nous avons aujourd'hui une télévision de rattrapage qui fonctionne sur l'ensemble de notre offre, pas sur le cinéma, parce que sur le cinéma aujourd'hui, il y a une discussion liée à la monétisation des films 2 ans après ou 3 ans après, et donc des discussions avec les producteurs un peu compliquées. Mais la télévision de rattrapage s'est passée globalement, il y a un peu plus d'1 an, à 2 millions de vidéos vues par mois, et nous sommes aujourd'hui à 40 millions de vidéos vues. Donc la télévision de rattrapage marche, et elle va continuer à se développer. Nous avons parallèlement développé l'offre de VAD, et l'offre de VAD qui va être mise en ligne maintenant de façon très sur les différentes plateformes dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, puis qui va monter en juin. Mais enfin, on démarre en mai, donc dans les 3 semaines qui viennent. Oui, cette VAD fonctionne pour le cinéma. Pour la formation, nous avons une formation importante sur le... Mais on pourra vous envoyer le plan de formation que Patrice Papel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour l'audition de Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions. Pour la revoir, notre site internet Public Sénat.